C'est naturellement un concours de circonstances et un concours de circonstances de vie aussi. Je peux dire que mon projet, j'y suis plus ou moins tombé dedans quand j'étais petit parce que mon père est devenu coach il y a 15 ans. Et après sa carrière dans les télécoms, il s'est rendu compte qu'il avait commis beaucoup d'erreurs lui aussi de management. Euh, il avait pris pas mal de coups, il en avait donné aussi, mais dans un modèle peut-être un peu old school de l'époque, des carrières peut-être de l'époque. Et il y a 15 ans, on lui a soufflé l'idée que le coaching professionnel était en train d'arriver en France en 2003. Il s'est formé à ça et moi depuis 2003, j'ai grandi un peu dans cet univers-là de mon père avec son cabinet de coaching, accompagnant des dirigeants, des managers de différents grands groupes. Et je me suis dit, bon, c'est très sympa ce que tu fais, c'est vrai que tu as l'air d'avoir de bons résultats, et je lis les témoignages, ça a l'air pas mal. Il y a également mon frère, Axel, donc qui a 28 ans, moi j'en ai 32, qui rentrait lui d'un parcours universitaire aux États-Unis et au Canada, où lui il revenait avec deux idées. La première, c'est que le leadership est travaillé dès le début. Dès les études, on travaille la capacité d'expression orale aux États-Unis, on travaille le self-marketing justement, et la possibilité qu'on a tous à exprimer son potentiel. En tout cas, c'est quelque chose qui est pris très tôt. Donc première idée. Et deuxième idée, ils sont complètement décomplexés autour du digital. Et c'est vrai qu'ils voient beaucoup de choses comme des opportunités plutôt que comme des freins. Et donc le digital avait déjà bouleversé les universités américaines. Il y avait des MOOC qui sortaient toute la journée. Il y avait plein de nouvelles choses. Et enfin, moi-même, qui avait fait une école de management, donc l'ESC Bordeaux, qui avait ensuite été très vite parachuté sur un job de manager intermédiaire dans une société justement dans l'aéronautique. Et je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Voilà, je me suis rendu compte que le management, c'était pas dans les livres qu'on l'apprenait. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tous retrouvés pour la petite histoire à Noël sur un télésiège au ski. Et on se racontait nos histoires. Et c'est là où Axel dit à mon père, mais papa, c'est top ce que tu fais, mais c'est hyper has-been. C'est old school, tu vas te déplacer à Paris, nous on est d'Aix-en-Provence, tu te déplaces à Paris pour faire tes séances de coaching en présentiel, tu vois que du top dirigeant, et tu tarifies à des tarifs astronomiques toutes ces prestations-là. C'est bien, mais franchement, il faut changer et il faut proposer une solution digitale de coaching qui puisse permettre à tous les managers comme Hugo d'avoir accès à ce type d'approche qui est extrêmement puissant pour se développer. Ok, très bien. Tout part du ski. Et voilà. Okay. Pour quelqu'un qui vient du Sud en plus, est-ce que vous vous seriez lancé seul? Vous nous avez parlé de votre papa, de votre frère. Est-ce qu'on l'a vu tout à l'heure que la vie d'un chef d'entreprise n'est pas forcément un long fleuve tranquille et c'est pas forcément évident tous les jours. Est-ce que vous vous seriez lancé seul? Alors, je pense que là-dessus, c'est une réflexion qui doit être très personnelle. Je ne suis pas un solitaire, j'ai besoin de partage, je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui peut-être est pas fait d'un bois suffisamment dur pour être seul, c'est en tout cas la perception que j'en ai. Et moi, je me nourris beaucoup, par contre, du partage, de la confrontation positive avec mes associés. Et donc, est-ce que j'avais imaginé un jour créer ma société en famille? Non. Non plus, mais en même temps, je pense que l'association, alors pour information, on est vraiment Axel et moi réellement à la barre de la société, mon père étant là plus au début pour nous aider à structurer, mais voilà, la relation de frère aujourd'hui fonctionne bien et je suis ravi aussi d'avoir cette relation avec lui. Et justement, vous parlez de partage, qu'est-ce que vous a apporté l'association? Beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'en 5 ans, là, je vais sur ma 5e année d'entrepreneuriat, j'ai beaucoup changé. Il m'a appris, je pense, 2 choses. Un, c'est savoir structurer une association, c'est-à-dire que c'est comme un couple. À un moment donné, au début, c'est l'euphorie. Et à un moment donné, on doit un peu structurer le qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, qui est plus ou moins, en tout cas, responsable de quelle partie. Et nous, ça a été quelque chose qu'on a fait maintenant il y a 2 ans. Où maintenant la gouvernance est beaucoup plus sereine parce que je sais que je suis en charge de la partie stratégique, administrative, financière et technique, et lui est en charge de la partie commerce et marketing et recrutement. Donc les choses déjà sont beaucoup plus claires. Et deuxième aspect, ce que ça m'a appris, c'est à m'affirmer aussi dans mon rôle et à savoir quelle était ma place en tant que frère et associé. Alors justement, en tant que frère, c'est pas trop compliqué de travailler en famille? Je vous avoue que les engueulades sont parfois électriques, mais en même temps... Il y en a un qui est tombé du télésiège une année. On l'a rattrapé quand même. Mais en même temps, j'avoue que pour moi, en tout cas, j'y retrouve complètement mon compte parce que les valeurs sont les mêmes. Et donc, on parle beaucoup des valeurs et ainsi de suite. Avec Axel, on partage la même éducation,
les mêmes références. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup dans des moments critiques où on a envie sincèrement de se mettre un petit peu dessus. On se dit, voilà, malgré tout, c'est mon frère. Et ça m'a fait rester dans les moments les plus durs de notre association. C'est que, après tout, c'est mon frère. Mais deuxièmement, en revanche, on s'est aussi rendu compte des écarts de communication qu'on avait. On n'avait pas du tout la même façon de communiquer. Lui est un peu plus rentre-dedans, un peu plus pushy, même dans le management, et on y viendra après, où des fois, moi, j'étais choqué de la réaction qu'il pouvait avoir avec les salariés. Et moi, je suis peut-être un peu plus rond, je prends plus de temps à répondre, j'enveloppe, j'environne un petit peu plus les choses, ce qui l'énerve également énormément. Vous avez abordé le poids puisque vous intervenez pour manager vos clients, mais manager auprès de vos clients, mais vous managez aussi vos équipes en interne. Oui. Et sur ce point-là, on aimerait vous entendre. Allons-y. Allons-y, c'est parti. Non, mais assez rapidement, ce que je voulais rapidement partager mon expérience. En fait, j'ai choisi de devenir entrepreneur, mais je ne savais pas qu'on m'avait menti, qu'en fait, j'allais devenir manager. Et ça, c'est un point important. Et je voulais juste vous avouer, à vous aussi, qu'on vous a menti. On vous a menti, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Vous pensiez être dans un domaine d'expertise, dans le domaine des chiffres, dans le domaine de l'ingénierie financière. Eh bien non. Vous êtes destiné à vous aussi être manager d'équipe, manager de projet, manager de certains de vos clients, d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça qu'au final, aujourd'hui, il est clé quand même de savoir qu'est-ce que c'est que ce management-là et comment vous allez pouvoir optimiser ça. Il y a Richard Branson qui disait Businesses don't create value, people do. Donc c'est vraiment la clé, c'est-à-dire que même vous qui êtes dans le cœur du business des entreprises, vous ne créerez pas de la valeur uniquement en regardant les chiffres d'une boîte, vous le créerez par contre en créant une équipe autour de vous qui sera capable de supporter vos ambitions, qui sera pas capable de vous aider à développer la structure parce que seul vous n'y arriverez pas. Et même si vous êtes auto-entrepreneur, vous verrez qu'à un moment donné, on doit tous manager d'une certaine manière des parties prenantes, des stakeholders dans un projet. Et donc, le management, pour y venir, est-ce que vous savez, et là je vous pose la question, le pourcentage de personnes qui quittent non pas leur entreprise, mais qui quittent leur manager? À votre avis? Il y a eu de tout, la réponse 44%. Donc c'est déjà énorme, hein. C'est presque la moitié des départs en entreprise sont dus à un mauvais management. Donc ça, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de recrutement, d'intégration, de fidélisation des équipes, mais la clé de la qualité de vie au travail, hein, elle passe d'abord par le management. Et un mauvais management est la cause d'un départ sur deux. Et un bon management, par contre, est à mon avis la clé de la réussite pérenne d'une entreprise. Et donc pour ça, tout dépend de vous. Et c'est ça aussi dont il faut prendre conscience, c'est que le management, c'est avant tout une histoire personnelle, de développement de soi. Et donc, il faut d'abord que vous pensiez à libérer votre potentiel pour enfin libérer celui des autres. Et ça, c'est pour ça que j'ai voulu vous donner après 3 piliers d'un bon manager. Alors attention, j'ai mis des guillemets, j'aurais pu en mettre partout. Je veux absolument pas apparaître comme ni un gourou ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose que moi-même j'ai appris de ces quelques années. Et aussi, c'est des choses que l'on véhicule auprès des grandes entreprises avec lesquelles on travaille. 3 piliers. Le premier, c'est savoir écouter et optimiser sa relation aux autres. Alors écouter, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire à ce propos, mais c'est savoir écouter réellement, entendre. Parce que souvent, on écoute d'une oreille et on fait autre chose de l'autre. Et la clé, c'est vraiment d'entendre et de se mettre en empathie avec notre collaborateur, la personne qu'on a en face de nous. Et également optimiser sa relation aux autres. Par exemple, il y a des outils pour ça, il y a notamment des outils type DISC, des outils de couleur, des tests de personnalité qui vous permettent d'un peu mieux vous connaître. Pour moi, c'est un prérequis absolument important de savoir un peu comment nous, on fonctionne et quel est notre modèle de communication. Mon frère, en l'occurrence, est plutôt orienté vers un profil dit rouge, donc fonceur, rentre dedans, challengeant, et qui va naturellement agir comme ça. Moi, je suis plutôt orienté vers un profil dit vert, jaune-vert en tout cas, donc j'ai plutôt un profil enrobant, à l'écoute,
voilà, un peu plus en vente. Donc, naturellement, quand on s'adresse à quelqu'un qui est rouge en tant que vert, et ainsi de suite, il y a ce sujet-là d'optimisation de sa relation. Et on ne peut pas être performant dans la relation à deux si, comme on le disait aussi avant, on ne comprend pas un minimum la psychologie de l'autre. Deuxième vision du manager, c'est donner le cap et fixer les règles. On parle beaucoup en ce moment de bienveillance du management. Oui, ok pour la bienveillance, mais n'oubliez pas l'exigence. Beaucoup des managers aujourd'hui des grandes entreprises ont dit « Mais moi, on m'a dit qu'il fallait que je sois manager coach, maître Yoda, qui écoute, pose des questions énormément, mais ne fixe jamais les règles. » Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc là aussi, je pense qu'il est essentiel de pouvoir à chacun fixer les règles et être exigeant, tout en ayant une dose de bienveillance et d'humanité pour ses équipes. Et enfin, identifie et exprime ses émotions. La notion d'intelligence émotionnelle, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un sujet qui va revenir très fort, je pense, là, dans les prochaines années. C'est une des clés, je pense, d'un management efficace. C'est la capacité de se mettre, de maîtriser ses émotions et en même temps de les faire passer. C'est-à-dire que moi, pas plus tard qu'hier, j'ai dit à un collaborateur que j'étais triste. J'étais triste parce qu'un projet sur lequel on travaille depuis un certain temps n'a pas abouti et que je pensais qu'on avait loupé une occasion, que les équipes n'avaient pas compris l'importance de ce projet-là. Et j'étais triste de ça. Et j'aurais pu dire autre chose, mais c'était ce qui me venait. Et il faut savoir aussi le verbaliser. La réaction a été surprise, mais en même temps, tout le monde comprend. Quand le patron, entre guillemets, dit « écoutez, je suis triste de cette situation », ça provoque une émotion en retour. Et c'est ce qu'on va chercher, et on est tous des humains. Et j'avais ressenti ça, il faut le dire. Et donc voilà, pour finir, j'ai mis une petite citation qui est intéressante de John Whitmore, qui est un des pontes du coaching mondial, et qui dit justement ce que je ne peux pas contrôler ce dont je suis conscient. Je ne peux contrôler que ce dont je suis conscient. Ce que je ne connais pas me contrôle moi-même. Et la conscience me donne le pouvoir. Donc ça, c'est aussi clé. Le manager est celui qui se pose le plus de questions sur lui-même, sur son business. Comme le dirigeant, tous les jours, on se dit « Est-ce que je fais bien ? Qu'est-ce que je peux faire différemment ? Si j'avais à refaire, qu'est-ce que je ferais ?» Et ça, c'est vraiment, je pense, une logique à avoir au quotidien qui pourra, à mon avis, vous guider. Alors, un seul conseil, et c'est Rihanna. C'est pas moi qui le dis, mais c'est investissez sur vous. Prenez du temps sur vous parce que pour faire confiance, il faut d'abord se faire confiance. Pour se faire respecter, il faut d'abord se respecter soi-même. Donc, ce sera le mot de la fin. Merci.